On l'a vu, Simon, dans l'actualité des dernières heures. Le président américain est passé à l'émission 60 Minutes et a dit textuellement: «La pandémie est terminée. The pandemic is over». Puis il dit «We still got problem with COVID, but the pandemic is over». Et là, un gros silence, hein, là-dessus dans les médias québécois qui, eux, on dirait qu'ils n'attendent que ça, là, qu'il y ait 3 cas de COVID quelque part pour demander à ce qu'on ferme les écoles. Puis, on dirait qu'ils en décrochent pas, à tel point que tu m'as envoyé de quoi, j'ai trouvé ça quand même assez comique. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais qui est en librairie et puis, qu'est-ce qu'on voit pas sur l'étagère de la librairie? Ce livre-là de la docteure Tremblay, Cécile Tremblay, «Prêt pour une prochaine pandémie?» Point d'interrogation, des éditions La Presse, évidemment. Ce que la COVID-19 nous a enseigné. En fait, on dirait quasiment qu'ils ont hâte, hein. Ils ont assez hâte là, d'une nouvelle pandémie. On va-tu être bon de mettre des masques? Puis je, je- on sent qu'il y a comme un effondrement du narratif confiniste ou confineur. On le voit d'ailleurs là, sur les différents confineurs dont on a déjà parlé quand on examine leurs réseaux sociaux. Ils ont essayé de shifter maintenant sur le monkeypox, là. Ça n'a pas duré très, très longtemps, mais quand même, là, il y en a à un moment donné qui appelaient quasiment à la vaccination obligatoire de toute la population. Ben, pas quasiment, en fait, il y en a qui l'ont fait là, pour la variole du singe. Là, là, avec cette déclaration-là de Biden, plus celle du monsieur de l'OMS qui a dit, lui, il n'a pas dit c'est fini, mais il dit la fin est à portée de main. Oui, Bon, là, après, c'est un peu ce que je disais avec Yann, là, c'est un peu une histoire de sémantique. Après, là, qu'est-ce qui fait que tu passes un stade pandémique à endémique, là? Tu sais, selon leur définition, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, là, mais je pense qu'eux, ils s'en tiennent peut-être aux définitions traditionnelles. Puis Biden, c'était plus un statement politique, je pense, qu'il a fait là, à l'aube des midterms. Mais ça t'a inspiré un texte, ça, que tu as écrit. Je mets comme je le rappelle tout le temps aux gens, pour accéder au texte de Simon, vous pouvez y avoir accès comme ça apparaît à l'écran sur patreon.com/Sénéchal, donc le Patreon où il y a tous les autres podcasts, les parties bonus des podcasts. Et sur le Facebook de Yann, vous allez dans la section devenir contributeur et vous allez avoir accès au texte également. Fait que ça t'a inspiré un petit texte que tu as appelé Les grands perdants de la COVID, les confineurs. Euh, ben tiens, je te lance là-dessus. oui. Qu'est-ce qui te fait dire que ces gens, on le voit, là, c'est une question un peu rhétorique que je te pose, là, mais qu'est-ce qui te fait dire que ces gens-là sont les grands perdants? Parce qu'en réalité, il reste quoi? Il reste juste la Chine qui est encore dans sa logique confineuse et zéro COVID, là. Oui, exact. Puis la Chine, il faut comprendre que ça aussi, c'est un statement politique. C'est que quand tu es dans un gouvernement autoritaire comme le gouvernement chinois, on s'entend tous que la Chine, c'est pas une démocratie, évidemment. Ben, admettre tes erreurs dans un régime comme ça, dire que la stratégie COVID-0, ça fonctionne pas, ça peut être assez périlleux pour Xi Jinping, en fait. Je crois d'ailleurs son vote il y a comme un vote au Parti communiste chinois qui s'en vient cet automne à savoir s'ils peuvent prolonger la durée de son mandat présidentiel, parce que techniquement, il serait sur le bord de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr qu'à ce stade-ci, tu sais, dire qu'ils se sont trompés, surtout que, bon, je ne suis pas expert en ces questions, là, mais j'ai suivi certaines personnes qui le sont, qui disent, ben là, c'est son leadership, puis il y a quand même c'est pas tout le monde qui est d'accord à ce qu'il puisse faire un peu comme Vladimir Poutine a fait en Russie, puis s'arranger pour pouvoir se faire réélire ou rester en place tout le temps. Ben, Ouais. fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme, à part la Chine, parce que, tu sais, c'est la fuite. En fait, la Chine, c'est ça, c'est que c'est la fuite en avant, finalement. C'est qu'ils peuvent pas, du moins à ce stade-ci, tant que Xi Jinping, son cas n'est pas réglé, ils peuvent pas admettre leur erreur. Fait que c'est la fuite par en avant aux grandes dames de la population chinoise. On a tous vu des scènes d'horreur des derniers mois. C'est des gens qui sont embarrés dans les maisons, qui sont embarrés dans leur quartier, qui n'arrivent pas à avoir de la nourriture et tout, et tout, et tout. Bon, évidemment, on ne s'est pas rendu jusque-là ici, bien entendu, puis on s'entend tous que c'est pour le mieux. Mais le fait est que, tu sais, dans les 2 dernières années, moi, je fais partie de ceux qui, assez tôt pendant la pandémie, puis je me considère pas plus brillant qu'un autre. En fait, c'est que moi, assez tôt dans la pandémie, j'avais lu la fameuse étude de Neil Ferguson là, qui avait convaincu Boris Johnson et Trump de changer de position face à la COVID.
Puis lui, dans la vision du monde de Neil Ferguson à l'époque, le même monsieur qui n'a pas respecté les règles COVID d'ailleurs, c'est-à-dire à peu près un mois et Ouais. demi ou deux après qu'il a publié son étude en 2020, il s'est fait pogner à voir sa maîtresse alors que lui était en période d'isolement COVID parce qu'il avait testé positif. Mais bon, bref, évidemment, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais lui, c'est que sa vision du monde, c'était beaucoup ben là, comment qu'on va vivre les 2 prochaines années? On va avoir 2 mois de lockdown, peut-être un mois de liberté, 2 mois de lockdown, un mois de liberté, et ainsi de suite. Finalement, un genre d'entre deux vagues. Fait que là, tu sais, moi, assez tôt, j'avais vu que, tu sais, au début, il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur le virus, sur sa virulence, comment se protéger. Il n'y avait pas encore de vaccin, traitement et tout. Mais tu sais, dès à l'époque, je me disais, ben écoutez, c'est pas viable, là, cette option-là, ça marche pas. Puis à l'époque, on aimait beaucoup démoniser la Suède, évidemment. Tu sais, c'était très de bon ton ici, tu sais. Là, Mhm. je me disais, ben écoutez, c'est pas viable, là, cette histoire-là. Puis là, bon, entre-temps, ben, heureusement, il y a des vaccins qui sont arrivés, peut-être pas super efficaces pour empêcher la transmission, mais au moins pour empêcher les complications graves. Des vaccins qui sont arrivés assez rapidement. On a appris davantage sur le virus, sur qui est le plus dangereux. Là, maintenant, ben, en tout cas, il y a des juridictions qui ont catché, qui ont appris plus vite que nous, mais c'est parce que maintenant, il fallait faire la balance des inconvénients aussi entre le confinement et les autres effets, les autres externalités des mesures sanitaires sur une population, sur une société, sur un chaos social, même comme Yann disait la semaine dernière. Mais là, c'est ça, c'est que tu sais, pendant ce temps-là, quelqu'un qui tenait un discours comme le mien ou comme le vôtre, là, celui de le tien, celui d'Yann ou beaucoup d'autres, là, des gens qui nient pas l'existence du virus, qui ne pensent pas que c'est une patente de 5G ou quoi que ce soit, mais qui disent écoutez, le modèle des confinements, ça ne marche pas. Si ça marchait le COVID-0, je pense qu'on le saurait. Je pourrais prendre l'expression populaire de GND de la semaine dernière dans un autre contexte. Là, je vais dire écoutez, manifestement, le confinement, ça ne fonctionne pas, c'est pas viable. Alors là, mais tu sais, pendant un bout de dire ça, tu te faisais brasser, tu sais, puis moindrement que tu manifestais ton désir de revenir à une vie plus normale, ben là, on te taxait de touriste tata, liberté, tu sais, on tournait la liberté en dérision, toutes sortes de choses comme ça. Mais là, manifestement, surtout depuis l'arrivée des vaccins et des traitements, je veux dire, la COVID est là pour rester. Malheureusement, comme d'autres virus respiratoires, notamment l'influenza, il va y avoir des gens très malades qui vont l'attraper, qui vont en décéder. C'est pas le fun. Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être pas, mais est-ce que c'est évitable? Probablement pas non plus. C'est-à-dire que la vie est un risque, bref. Tu sais. Alors là, face à ce constat-là, qu'on a des vaccins, des traitements efficaces, que beaucoup de juridictions ont repris une vie normale depuis le mois de mars dernier, puis bon, il y a eu des vagues de COVID, mais malgré ça, certains confineurs disent oui, tu as peut-être eu des gens qui ont eu besoin de s'isoler au travail, puis éventuellement aussi, comme d'autres juridictions, il va falloir remettre en doute les règles d'isolement là, quand tu testes positif à la COVID, surtout quand tu as peu de symptômes. Mais ultimement, c'est que je veux dire, on arrive à peu près après 2 ans, mettons, ça fait 2 ans et demi qu'on est là-dedans dans la pandémie. Puis je comprends que dès le mois de mars ou avril 2020, on ne pouvait pas dire ben non, on fait comme si la COVID n'existait pas, là, évidemment, on revient à une situation à peu près normale. Mhm. C'était pas à propos. Mais depuis tout ce temps-là, où est-ce qu'on est maintenant? Là, il faut le dire. Il faut dire, ben, c'est parce qu'entre deux visions du monde qui s'approchent, qui s'affrontent, c'est-à-dire la vision, un peu comme Yann parlait, je crois, dans votre Yann et Frank jeudi dernier. Tu as des gens qui sont nos confineurs, qui ont une vision très centralisatrice avec un État encadrant qui mise beaucoup sur la coercition pour adopter les comportements. Toi, tu parlais de la règle du 80-20, on pourra peut-être y Mhm. revenir entre cette vision-là puis la vision de dire ben écoutez, non, il faut faire confiance, les gens sont doués de raison. Tu en auras toujours des idiots, mais c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, on ne s'empêchera pas de sortir à cause de ça. Puis c'est à chacun aussi de mesurer son risque. Alors, entre cette vision-là très lourde, très, très écrasante, très coercitive, et une vision davantage plus proche de la nôtre qui est de dire ben, davantage de liberté, de liberté de choix, de libre conscience, une fois que les informations sont rendues disponibles, puis oui, on peut combattre la désinformation, mais de dire entre les deux options, de miser sur le jugement et sur la raison des gens, on voit c'est laquelle qui l'emporte après tout ce temps-là, finalement. Fait que moi, je me dis, effectivement, comme tu as mentionné, dans nos médias québécois, il n'y a rien eu, là, en tout cas, à moins que ça m'ait échappé, mais depuis hier, je n'ai rien vu passer sur la sortie de Joe Biden. La sortie de Ouais. M. Tedros, le docteur de l'OMS, là, Ouais, a été couvert d'ailleurs. Il y en a qui ont dit ça a donné lieu à toutes sortes d'hystériques, de dire que c'était imprudent. Là, tu vois tout ouais, d'un coup critiquer l'OMS, là, ça devient correct, là. C'est ouais, ça qui ouais, est ouais. surprenant avec le discours de ces gens-là. Mais avant que je commente là-dessus, euh, moi, un des points qui me fait dire que il y a peut-être il y a peut-être un côté de l'histoire qui va être retenu comme gagnant et l'autre comme perdant, un peu comme pour employer l'expression que tu donnes. C'est que au départ, il y avait
c'était disproportionné, là. Le camp des confineurs versus le camp libéral, si on peut dire, le camp des confineurs, c'était rempli. Et plus ça va, plus il y a des gens qui passent d'un pour s'en aller vers l'autre. Mais le mouvement inverse est quasiment inexistant. Il n'y a pas Mmh. personne qui était libéral au début, puis qui finalement, après 3, 4 vagues, s'est dit ouais, sais-tu quoi, finalement, je pense qu'il faudrait tout qu'on s'enferme, puis qu'on se mette des N95. J'en ai vu personne, là, des comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'en ai vu personne. À tel point que euh, Neil Ferguson lui-même, l'espèce de patron du confinement là, que tu disais, j'étais en train de lire un article qui recense ses propos dans le Imperial College of London. Donc, vous pouvez trouver ça le 15 juillet 2022. Et qu'est-ce qu'il dit? Neil Ferguson, il dit la bonne nouvelle est que tant que les nouvelles variantes restent au niveau de gravité d'Omicron, je ne vois aucun risque particulier de vagues écrasantes d'hospitalisation et de décès. Nous n'aurons donc pas besoin de revenir à des mesures de distanciation sociale. Et il dit, ta, 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 euh, en fin de compte, ce sont des décisions politiques. Il y a un équilibre entre les avantages qu'il pourrait apporter en réduisant la transmission par rapport aux coûts et aux restrictions de liberté que ces mesures exigent. Nous avons récemment mis à jour notre modélisation en examinant des scénarios pour de nouvelles variantes potentielles dans l'attente de l'année prochaine et de meilleures façons d'utiliser les vaccins. Là, bref, il descend. Nous ne voyons aucun risque particulier de vagues écrasantes d'hospitalisation et de décès. Donc, finalement, même lui, là, l'apôtre, parce que si vous cherchez sur n'importe quel moteur de recherche, euh, Neil Ferguson, vous allez voir qu'en mars 2020, c'est vraiment lui, là, entre autres, tu disais Trump, et surtout Boris Johnson, Mmh. parce qu'au début, vous rappelez-vous que la stratégie de l'Angleterre, c'est de laisser faire. On voit les premiers exemples des gens dans le métro, puis je me rappelle ici, le monde était là, sont fous les Anglais, sont malades, qu'est-ce qui se passe? Et là, finalement, ils ont cédé aux pressions de ces gens-là, que lui, Ferguson, disait qu'il allait avoir quoi? Genre 2 millions de morts aux États-Unis en quelques Ouais. semaines ou quelque chose comme ça. Et finalement, ben, ces prédictions-là se sont avérées plus ou moins fondées. Et, euh, et lui, dans le fond, aujourd'hui, si on regarde ce qu'il raconte, il a réaligné son discours et il ne parle plus du tout de confinement, ni même les gestes, ce qu'on appelle les gestes barrières. Puis même, tu vois, tu sais, ce que tu disais à un moment donné sur, tu en avais parlé dans un podcast précédent là, sur l'immunité collective, tout Mmh. ça. Je peux te le citer, on dirait qu'il dit exactement ce que tu nous avais dit. Le professeur souligne que l'immunité diminue et que les niveaux d'anticorps dans votre sang chutent avec le temps, mais aussi que les virus évoluent. L'immunité collective n'est pas une chose du tout ou rien, c'est une indication d'un équilibre entre l'immunité dans la population et la transmission du virus que vous envisagez. C'est exactement ce que tu avais dit quand tu parlais de l'article là, de je ne sais plus trop qui dans la presse qui disait que l'immunité collective, ça n'existait pas, puis que c'était un mythe. Toi, tu avais dit, ben, c'est parce que ça existe, mais c'est pas genre. L'immunité collective, c'est pas genre, ben aujourd'hui, on a atteint l'immunité collective, plus personne n'a le virus. Non, c'est ça. Mais non, exactement. Puis je trouve ça. Puis d'ailleurs, pour bonne mesure, il faut se rappeler que le surnom au Royaume-Uni de Neil Ferguson, c'est Professor Lockdown. Dans les médias, là, les gens qui Ouais, nous écoutent, si vous tapez ça dans Google, comme ouais. dirait M. Charret, c'est Professor Lockdown. Fait que c'est pas quelqu'un qui niait la pandémie et qui disait qu'il fallait pas s'en occuper. Là. Puis évidemment, je dis pas que c'est ça qu'il fallait adopter en mars 2020 non plus comme stratégie. En soi, que Boris Johnson, puis aux États-Unis aussi, qu'on a considéré des mesures pendant un certain temps. Je dénonce pas ça en soi. C'est juste que là, 2 ans et demi plus tard, on voit que les plus extrêmes confineurs, parce que oui, il y en a qui ont changé de camp avec le temps, parce que c'est ça, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles informations qui arrivent, puis que la situation évolue, on n'est plus du tout à la même place qu'on l'était il y a 2 ans et demi. Ben, en quelque part, c'est normal qu'il y ait des gens qui changent de camp, si on peut dire. T'sais. Mais le noyau dur qui reste, ces gens-là, c'est la surenchère, un peu à la chinoise finalement, c'est-à-dire que au lieu d'admettre, de dire, écoutez, on s'est trompé, au lieu d'essayer de faire une sorte de sortie honorable, parce qu'on a vu ces derniers mois des intervenants québécois là, qui ont commencé à changer de narratif, puis rendu là, je leur en tiens pas trop rigueur, parce qu'ultimement, je me dis, ben plus que ça va arriver, plus qu'on va me foutre la paix dans ma vie au quotidien, Ben, c'est finalement. ça, exact. C'est ça l'objectif au final, là. Tu sais, C'est ça. on n'est pas pour dire à ces gens-là, ah ben là, regarde, t'as été confineur 2020-2021, fait que faut que tu le restes. Non, au contraire, il faut qu'ils en sortent de cette mentalité-là. Là.
Puis, tu sais, on a vu justement un peu le virage, j'allais dire presque à 180 degrés parce que, tu sais, Mme Quash en était une Mmh. confineuse au départ, celle-là. Là. Et ses dernières sorties dans les points de presse de la santé publique, c'est une catastrophe pour le narratif confineur, à telle enseigne que un personnage dont on a déjà parlé quelques fois était presque en mental breakdown de voir les déclarations qu'elle faisait. Et il disait, mon Dieu, mais elle donne de l'eau au moulin conspirationniste, elle alimente les coucous, je sais pas trop. Là. En fait, ces gens-là, ils voudraient que pour que eux gardent pour que eux ne perdent pas la face, on dirait, par rapport à leurs suiveux ou les gens qui leur prêtent une crédibilité certaine ou une certaine crédibilité, il faudrait que les gens de santé publique perpétuent un discours qu'ils savent plus fondé ou pas fondé pour, dans le fond, pour être sûr que ça alimente pas des gens. Mais ça va, là. Oui, puis l'exemple de la Dr. Quash est très intéressant parce que oui, tu sais, Quash a déjà été dans une approche beaucoup plus restrictive, mais il y a une chose pour laquelle j'ai toujours trouvé correcte, c'est même en 2020, parce qu'elle, je crois qu'elle est pédiatre en même temps. Elle, en plus d'être spécialiste des infections à l'hôpital Sainte-Justine, puis elle a été, bon, comité fédéral québécois d'immunisation. En fait, elle s'y connaît là-dedans, là, dans la prévention des infections. Je me demande même si je ne me rappelle plus, si elle n'a même pas une spécialité dans les virus au sens large, au-delà d'être pédiatre, j'ai un blanc de mémoire, mais bref, elle a toujours eu à cœur justement le bien-être des enfants. Là. Elle, en mai, juin 2020, au moins, oui, elle était beaucoup plus confineuse, mais elle n'était pas réfractaire. Elle dit qu'à un moment donné, il fallait que les enfants retournent aux écoles, peut-être avec certaines mesures, mais on ne pouvait pas rester, enfin, on ne viendra pas là-dessus, mais ce que nos jeunes ont vécu en 2020-2021 dans les écoles, le sport mis de côté et tout ça, c'est une couple d'années juste de sport étudiant jeté à la poubelle, puis aussi de socialisation, de développement, enfin bref. Pas besoin de s'éterniser là-dessus, mais ce que je trouve intéressant dans le cas de la Dr. Quash, même chose pour le Dr. Weiss aussi, c'est que ces gens-là sont vraiment la cible de choix des confineurs. Tu en as donné un bref exemple avec Dr. Quash, mais je veux même pas citer ce qu'on peut retrouver sur Twitter, ce qui se raconte sur ces deux personnes-là, pour qui j'ai le plus grand des respects. Je veux dire, c'est carrément dégueulasse. Là. C'est carrément dégueulasse. Je veux dire, la raison de ceux qui. La raison des personnes qui émettent des critiques envers eux, je veux dire, personne n'est parfait. On peut être ou pas d'accord avec leur position, mais ça dépasse carrément les bornes. Là. Bon, bref, ceci étant dit, mais c'est parce que c'est Ouais, ça. puis ça dépasse les bornes. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'au début de la pandémie, ça dépassait les bornes d'un bar. Mhm. Mais maintenant, on est rendu dans l'extrême inverse. Puis c'est toi qui m'avais fait allumer là-dessus à un moment donné. C'est que, en fait, les confineurs sont en train de tomber dans le complotisme, en fait. Ah ben C'est oui. qu'eux sont en train de vivre complètement, là, même, je sais plus, je n'ai pas envie de nommer des noms particulièrement, là, mais tu m'avais envoyé quelque chose que quelqu'un avait partagé. Je me souviens plus c'est qui, mais en gros, ça racontait que là, en relâchant les mesures, le gouvernement était complice d'un espèce de procédé où, dans le fond, à force d'attraper le virus, on allait affaiblir notre système Oui. immunitaire, puis que, grosso modo, on s'en allait presque vers l'extinction de l'humanité. Là. Oui, C'est oui, un oui. discours complètement délirant. Là. Oui, oui, puis à peu près une semaine ou 2 après que je t'envoie que j'ai vu passer ce texte-là, puis je te l'ai envoyé, j'aurais pu t'envoyer la suite, mais il y a des experts qui étaient sortis pour dire jusqu'à quel point que ce texte-là avait pas de maudit bon sens, là, tu sais. Ah non. Mais Fait que comment tu interprètes je sais pas si tu es sûr que tu l'as vu passer, l'article qui était dans Radio-Canada d'une autre qu'on a souvent nommée, fait que je la renommerai pas, là, ouais. mais ça parlait de la gestion de la pandémie qui est un échec massif. Et là, moi, je me disais, bon, ben, ils vont nous le dire finalement que c'est un peu n'importe quoi ce qui est arrivé. Et là, ils font écho à 28 experts qui ont écrit dans The Lancet pour, euh, pour expliquer en gros que là, on n'a pas été assez coordonné à l'échelle mondiale, on n'a pas assez imposé rapidement les masques, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez ça. Puis, en gros, ce que tu comprends, c'est que c'est un peu comme ça, c'est vraiment un trait distinctif de l'entêtement et de certains côtés, j'allais dire pseudo-scientifique, là, mais c'est-à-dire que quand tu appliques une recette et que la recette ne fonctionne pas, mais que ton argument, c'est oui, mais tu n'as pas assez bien suivi la recette, c'est exactement la même affaire qu'on se fait dire par les gens qui disent ouais, non, mais
si Cuba, la Corée du Nord, la Chine, le Venezuela, l'URSS, tous les pays satellites, si ça n'a jamais marché nulle part, le socialisme, c'est parce qu'on ne l'a pas assez bien appliqué et que ce n'était pas le vrai socialisme et communisme. Parce que si on avait fait le vrai socialisme tel que pensé par Marx et Engels, ben, ça aurait marché. Puis c'est un peu ça que c'est un peu ça leur argument, en fait, c'est que tu te dis, bon, ben, le confinement, c'est un échec. Tout ça, c'est un échec. Ça n'a pas fait disparaître le virus. Ça n'a pas, genre, ça a pas ralenti. Ça a pas. Ça nous a pas fait passer plus facilement au travers de tout ça. Puis ça a créé un paquet de problèmes sociaux. Mais eux autres disent ouais, mais attends un peu, c'est parce qu'on n'a pas assez été loin dans ces trucs-là. C'est un peu ça qu'ils disent, en fait. Là. Mais exactement. Ben, en fait, je vois pas d'autre de manière de le dire que de prendre l'expression d'anglais, c'est du double down finalement. Ça peut qu'on pourrait peut-être traduire un peu comme je disais plus tôt par de la surenchère ou tu sais Mhm. d'insister à outrance, c'est que ou la fuite en avant en fait, encore une fois un peu comme la Chine le fait, c'est que tu reconnais pas que tu avais tort. Tu sais, à tout le moins, peut-être pas, en tout cas pour plusieurs choses, tu reconnais pas que tu as tort, puis tu fais juste t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes, t'en rajoutes. C'était tellement peinturé dans le coin que tu fais juste toujours rajouter plus de Non. couches de peinture finalement. Mais ça, c'est pas. Encore une fois, c'est des modèles qui sont pas viables. Puis oui, tu sais, en fait, je me rallie à ce que Yann avait dit dans un podcast la semaine dernière, de dire, tu sais, moi-même avant de cliquer sur l'article, je me doutais déjà c'était qui l'avait rédigé, puis juste avoir le titre, je me disais ça peut vouloir dire qu'une chose qui ferait mon affaire ou quelque chose qui ferait pas mon affaire. Quand il disait gestion pandémique a été un échec, je me doutais que ça allait s'en aller dans un bar de double down sur les mesures finalement, là, mais bref. Et l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que, tu sais, on peut tous. Moi aussi, je suis prêt à dire que la gestion pandémique a été un échec parce que oui, il y a bien des affaires qu'on a faites qu'on n'aurait jamais dû faire. Les couvre-feux. Moi, j'habite proche d'un parc provincial. Je prends une marche avec un de mes amis en mai 2020 quand les parcs recommençaient à ouvrir. Ben, imaginez-vous donc, c'est comme s'il y avait des flèches invisibles à terre d'un trail, d'un chemin de montagne. Je m'en étais pas rendu compte que tout le monde marchait d'un bord. Moi et mon ami, on marchait de l'autre sens, puis on s'est fait avertir par un garde du parc. Tu sais. Je Ah sais. non, c'est de la folie. Là. Moi aussi, j'ai ça. Quand on repense à ça, on se rend compte à quel point on a vécu une période. C'est de la maladie mentale en réalité, ce qui s'est passé. Là. Moi, j'étais allé faire de la randonnée en montagne, là, dans le bois, dans le sacrement Mhm. de bois, en montagne. J'étais, j'étais au mont du lac des Cygnes, dans Charlevoix. On s'entend-tu que en termes de densification, j'ai vu pire, là. C'est pas très densifié comme région. Là. Ben, il avait fermé un des bords du sentier pour être certain que les gens avancent de manière linéaire et ressortent de l'autre côté parce que normalement, tu peux passer par les deux bords puis redescendre par un des côtés que tu veux. Et puis là, je me disais, on est en pleine forêt à Mhm. l'extérieur, tu es sur une montagne, il y a du vent. Je veux dire, puis clairement, là, clairement, si quelqu'un est en train de monter une montagne avec un dénivelé de je sais pas combien de mètres, là, d'après moi, il ne crevera pas de ça. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est de la quand tu repenses à ça, tu te dis c'est de la maladie mentale, là, ce qu'on a vécu. Là. C'est que les gens qui pensaient à ces technicalités-là étaient tellement empêtrés dans un narratif qu'il n'y a plus personne qui réfléchissait. Là. J'ai même vu des affaires, là, mais d'une débilité. Tu Ben, sais, les autos d'un cinéparc, il fallait qu'ils respectent la distanciation ah sociale oui, entre les voitures. C'est pas les, une joke, ça, là. ben, écoute, à la CEPAC du parc de la Jacques-Cartier à Québec, il avait fermé les toilettes pour les remplacer par des Sunny John, les toilettes bleues en plastique. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de savon là-dedans. Là. Il n'y a pas d'eau. Là, là tu étais comme, OK, mais ça fait un an qu'on me scille les oreilles, il faut que je me lave les mains. Mais vous changez les toilettes par des toilettes chimiques en plastique. Là. Puis là, j'étais là, mais. Puis il n'y a pas d'air qui circule là-dedans. Là. C'est fermé. Quand tu rentres, tu sais, Ben l'autre oui. qui était là, tu sais, là, j'étais là, mais je pensais à ça, mais je me disais, mais c'est ahurissant. Là. Puis on pourrait parler de tous les multiples exemples, les enclos à bétail qu'il y avait dans les festivals où on enfermait le monde derrière des clôtures comme un troupeau qui s'en va à l'abattoir. Pour quelle raison d'ailleurs, j'ai toujours pas compris c'était quoi la logique de ce type de mesure-là. Mais tu sais, puis moi, je l'avais dit assez tôt, hein, je disais aux gens autour de moi, puis je l'ai même dit en podcast, je disais, prenez en note les choses que vous voyez, là, parce que dans quelques années, vous allez repenser à ça et vous allez compter ça à des gens plus jeunes et ils ne vous croiront pas. Là. Les gens d'aujourd'hui qui ont vécu les 2 dernières années là,
essayez de vous imaginer dans 30 ans ou dans 20 ans, raconter à vos enfants ou petits-enfants que en 2020, vous défaisiez vos boîtes de céréales avec des ciseaux, vous jetiez la boîte en carton parce qu'il y avait du virus sur la boîte, là. Puis que vous mettiez votre commande d'épicerie en quarantaine, que vous laviez vos cannes de bine avec de l'eau savonneuse ou de l'eau de Javel. Écoute, c'est un délire, c'est quasiment de la psychopathie là, quand tu y penses, là. Ben oui, tu sais, je suis pas expert là-dedans, mais je pense que quand c'est une forme de délire collectif, en quelque sorte, qu'on a subi, parce qu'au-delà de la pandémie du virus qui est réel, le virus existe, il y a des gens qui en sont morts, des gens qui sont plus à risque, qui étaient plus à risque en 2020 qu'en 2022 pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. Mais je veux dire, au-delà de ça, il y a eu une sorte de pandémie de peur aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a eu des gouvernements. Bon, la Chine, on était habitué à ce que des fois, en Asie, qu'ils fassent des mesures un peu bizarres parce qu'il y avait toutes sortes de virus, grippe aviaire, c'est ça qui circulait. Ça Mhm. ne nous avait pas trop inquiétés. Mais quand ça a commencé à tomber en lockdown en Italie puis tout ça, ben c'était une question de temps avant que ça se rende jusqu'à nous, tu sais, que ça s'embrase finalement. Puis tu sais, je peux le comprendre. Tu sais, moi, pour ce qui est de la première vague, là, il y a beaucoup de choses que je suis prêt à passer l'éponge. Peut-être pas la gestion caquiste à l'égard des CHSLD, cependant, mais même les délires un peu, tu sais, ce qui était un peu du délire qu'on trouve bien comique aujourd'hui, il y a des choses que je suis capable de passer l'éponge. Mais par exemple, pour les vagues subséquentes, qu'il y ait des confineurs qui n'aient jamais corrigé leur discours, encore aujourd'hui, sont de moins en moins nombreux, mais tout de même, tu te dis, c'est ça. Tu sais, puis aussi, quand on parle justement des échecs, tu sais, des échecs dans la gestion de la pandémie, ben, au-delà des choses un petit peu comiques dont on vient de parler, c'est-à-dire, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui pour lesquelles je serais tout à fait d'accord, genre la ventilation dans les écoles. Je veux dire, le go, là, quand il envoie des chèques de 500$ à tout le monde, ça a coûté 3,2 milliards au mois de mars, je pense, mars-avril au printemps. Puis là, il va en envoyer un autre de 500$ après l'élection. Ça va coûter possiblement la même affaire. Il y aurait peut-être un autre 4 à 600$ parce qu'il ne veut pas dire 500, un autre 4 à 600$ qui s'en viendra à un moment donné. Je veux dire, rendu là, quand même, ça coûterait, j'en ai aucune idée combien ça coûterait ventiler les écoles, quand même, ça coûterait 500 millions rendu là. Je veux dire qu'ils le fassent. Puis ça, c'est pas juste pour la COVID, parce que nos écoles, on a déjà parlé, nos infrastructures sont un petit peu en ruine, sont scrap, il y a des écoles malpropres au-delà de la COVID pour les autres virus, mais aussi pour respirer de l'air frais, puis pas de la poussière, puis de la saleté, puis tout ça. Je veux dire, moi, on paye beaucoup de taxes et impôts, mais je ne serais pas gêné, moi, qu'on dise qu'on en prend une partie pour refaire nos écoles. Là, mais ça, je trouve que ça aurait été le fun qu'ils disent ça aussi. Peut-être que dans le rapport, j'ai pas lu le rapport, je l'ai consulté, mais je m'en rappelle pas par cœur, le rapport qui est assis dans l'article de Radio-Canada. Mais je trouve que la teneur de leur message, c'est d'abord de dire, un peu comme Yann avait soulevé la semaine dernière, de dire, on n'a pas été assez centralisé, on n'a pas été assez coordonné entre les pays. Il aurait comme fallu une sorte de gouvernance mondiale de la COVID, alors qu'au contraire, puis les confineurs n'aiment pas ça quand on fait des comparaisons, mais au contraire, ce qu'il faut voir un peu, c'était voir pour faire mieux la prochaine fois, dans l'éventualité d'une prochaine pandémie, c'est de voir un peu qui a mieux performé que d'autres, quel Ben modèle oui. marche mieux que d'autres. Puis si le Québec fait A, puis qu'une autre juridiction fait B, puis que les résultats sont à peu près les mêmes, c'était le cas entre la Suède puis la. Je sais que les confineurs ne seraient pas d'accord avec moi. Là. J'avais écrit ça dans ma plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada. Puis je n'étais pas d'accord avec ce qu'on m'avait répondu. Là, mais parce qu'au final, la différence le résultat entre celui de la Suède puis du Québec, les résultats au final, puis oui, c'est des vies, mais dans le grand scheme of things, on met toutes les choses en perspective, puis c'est ça qu'on doit faire. Puis c'est pas froid, c'est humain de faire ça. Il faut tenir compte de toutes les externalités. Ben, au final, on a un bilan pas mal similaire, parce que autres aussi, ils l'ont reconnu dans leur première vague, ils ont mal géré la gestion des résidences pour aînés. Là, ça, ils l'ont dit assez vite. Là. Contrairement à nous, ça a forcé un peu plus là, avant qu'on l'admette. Là. Mais tu sais, tu arrives au final, puis on peut comparer le Québec avec d'autres juridictions. Là. J'ai fait exprès de prendre la Suède, parce que je sais que ça en énerve certains. Mais Ouais. je veux dire, au final, qui a fait mieux que nous, qui a fait pareil que nous, puis c'était quoi le coût-opportunité des mesures. Mais ça fait que non, moi, c'est ça. Fait que je reviens un peu à ça, de dire pourquoi je suis d'avis que certains confineurs ont perdu. Je peux pas garantir que celui qui s'interroge sur l'appellation du fromage dans Poutine, il fera pas d'autres niaiseries après le 3 octobre. Là. Personne ne peut garantir ça. Mais d'un point de vue choc des idées, peu importe ce que le politique décidera de faire. Puis là, je suis heureux que justement de plus en plus de juridictions disent non, non, on ne retourne plus là. Parce que justement, ça va être plus que ça arrive, plus que ça va être difficile au Québec de revenir avec ça après l'élection du 3 octobre prochain. Je me rappelle, on s'était écrit, toi et moi, c'était en privé, puis j'avais dit bon, ben, si au mois de juillet, il y avait une grosse vague de cas de COVID, puis je me disais, ben, si la France ne remet pas de mesures, on va être correct. La France l'a pas refait. Fait que je me dis, bon, tu sais, c'est ça, c'est un effet d'entraînement inverse, dans le fond, sur lequel il faut miser. Mais je me dis, c'est ça, c'est que peu importe ce que le politique fera à l'avenir, puis peu importe combien de temps qu'ils resteront dans leur tranchée, les confineurs, je veux dire,
leur modèle de tout à la COVID est un échec. Peu importe ce qui arrivera à partir de maintenant. Et quand je dis ça, encore une fois, je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire de rien faire à l'égard de la COVID. Encore une fois, ventiler les écoles, ventiler les hôpitaux, ça serait pas pire. Et arrêter le transfert de personnel aussi, ça serait pas pire. Moi, je me rappelle, Dominique Moret avait sorti ça. J'avais vu les photos en septembre-octobre 2020 dans la région de Québec. C'est quoi l'hôtel désaffecté dans le Vieux-Québec qui a été transformé en centre de débordement parce qu'il y avait trop de patients COVID à l'hôpital? C'était-tu l'ancien Delta? En tout cas, un Ouais, des c'est le hôtels Concorde, désaffectés. je Ah, pense, le quelque chose. Concorde. Ouais. Ben, il avait séparé la zone froide de la zone chaude par un morceau de terre à terre. Bon, Oh, oui, oui, oui. tu sais, Ah, je veux bien. c'est. Ça, c'est des choses, en situation pandémique ou pas, il ne faut plus en voir des situations comme ça, tu sais. Fait qu'encore une fois, je nie pas l'existence du virus, je dis pas, ben, en fait, au contraire, moi, je prends cette posture-là parce que je me dis, on a des vaccins, on a des traitements, puis oui, on peut faire mieux. Mais faire mieux, ça ne veut pas dire faire plus de ce qui ne marche pas ou de ce qui coûte, de ce qui vaut pas la peine, dans le fond. Non, non, c'est clair. C'est carrément ça, là. On continue pendant quelques instants sur Patreon. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous patreon.com/isénéchal.